Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un essai qui a fait et qui fait encore beaucoup de bruit. Vers la féminisation, d'Alain Soral, publié en 1999. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ses conclusions, c'est assez intéressant de se pencher sur la structure de son argumentation pour comprendre comment ce genre de discours se construit. Alors voilà, le livre a déjà plus de 20 ans. Il se propose d'analyser ce que l'auteur nomme la féminisation de la société et surtout ses implications politiques. Pour y voir plus clair, on va suivre le fil de sa pensée en 5 grandes étapes. On va regarder comment s'articule son raisonnement pas à pas. Bon, alors, on en attaque. La thèse centrale du livre, c'est quoi ? Eh bien, c'est que la montée en puissance des femmes dans la société, ce ne serait pas vraiment un progrès social spontané, mais plutôt une stratégie politique bien précise. En gros, Soral affirme qu'une oligarchie, vous savez, ce petit groupe qui tire vraiment les ficelles, utiliserait cette féminisation pour une raison bien particulière, dépolitiser la société et par conséquent, mieux s'asseoir son propre pouvoir. Mais alors, sur quoi il base toute cette théorie ? Eh bien, tout part d'une question, on pourrait dire, fondamentale. Le point de départ de son analyse, c'est de se demander si on peut même parler de la femme, comme si c'était une catégorie unique, une entité avec une seule et même nature. Pour planter le décor, il commence par présenter toute une série de citations de penseurs assez connus. L'objectif, selon lui, c'est de montrer une sorte de constance, une stabilité de la misogynie à travers les âges. À partir de là, sa thèse va reposer sur 2 piliers. D'un côté, l'idée que la nature féminine est avant tout déterminée par son corps et sa fonction de reproduction. Et de l'autre, que cette nature est ensuite façonnée par la psychanalyse et plus précisément par le complexe d'Œdipe. Et c'est là qu'on arrive au cœur de son raisonnement psychanalytique. Le point vraiment crucial, c'est la distinction qu'il fait entre le développement du garçon et celui de la fille. Voilà qui résume bien son idée. Il parle d'une dissymétrie. Côté garçon, il y aurait une rupture nette, un besoin de se détacher de la mère pour entrer dans le monde social, le monde de l'effort. Côté fille, ce serait tout l'inverse, une continuité, un passage en douceur qui la maintiendrait dans une seule et même sphère, celle du psychologique et de l'affectif. Alors, maintenant qu'on a posé cette base, voyons où il veut en venir. Et ça nous amène directement à sa critique de ce qu'il va appeler la pensée féminine. D'après le livre, puisque l'esprit féminin évoluerait uniquement dans cette sphère affective, il aurait tendance à tout analyser sous cet angle. C'est ce qu'il nomme le réductionnisme psychologiste. En clair, ça consisterait à ramener des grands enjeux de société à de simples questions de psychologie individuelle. Et pour rendre ça plus concret, il prend des exemples. Le premier, et pas des moindres, c'est la philosophe politique Hannah Arendt. Le reproche qui lui est fait, c'est de passer complètement à côté des causes socio-économiques du totalitarisme. Au lieu de ça, elle l'attribuerait à des facteurs psychologiques, une sorte d'hystérie collective, un goût pour le mal. Et il ne s'arrête pas là. Deuxième cas d'étude, pour illustrer son propos, l'écrivaine Elisabeth Badinter. Ici, la critique porte sur son analyse de la Révolution française. Selon Soral, elle réduirait cet événement majeur à une simple question de mœurs et de manière de salon, en oubliant un peu vite la réalité économique des 99,9% de la population qui n'était pas vraiment concernée par la délicatesse des aristocrates. Et la conclusion de cette partie, c'est que ce mode de pensée psychologiste resterait bloqué sur l'affectif, l'amour des siens, et serait donc incapable de s'élever jusqu'à une morale universelle, une morale basée sur des principes abstraits comme le mérite. On arrive maintenant au bouquet final, si l'on peut dire, la conclusion politique qui va découler de toutes ces prémices psychologiques. Le raisonnement est le suivant. Cet esprit dit féminin, centré sur la gestion du quotidien et peu intéressé par les grands projets politiques, serait en fait l'outil rêvé pour un pouvoir en place qui ne veut surtout pas de débat. Un pouvoir qui préfère une population docile, concentrée sur la consommation et la vie de tous les jours. Il va même jusqu'à faire un parallèle assez direct. Pour lui, la féminisation des esprits serait l'équivalent culturel de la maastrichisation des institutions. Dans les 2 cas, le but serait le même, neutraliser l'aspiration du peuple à un véritable pouvoir politique. Le livre se termine donc sur cette question assez provocatrice. La féminisation est-elle une évolution sociale naturelle ou bien une manipulation politique venue d'en haut ? C'est sur cette interrogation que l'auteur nous laisse, une interrogation qui, qu'on soit d'accord ou non avec sa thèse, continue de faire écho dans pas mal de débats actuels.